La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Gontran H. Il arrive qu'un type fasse quelque chose d'illégal, de dangereux, de parfaitement idiot, et qu'au lieu d'en avoir honte, il le note dans son CV et en fasse une anecdote qu'on raconte encore 40 ans plus tard. Et qu'en plus l'anecdote soit bonne. Mieux, que sur Wikipédia, ça lui fasse une aura de héros. Robert Moriarty a volé sous la Tour Eiffel, voilà, autant le dire tout de suite. Pas le sac d'une vieille ou le portefeuille d'un touriste en attente d'aller se faire mousser au sommet du sommet parisien. Non, voler au sens aéronautique du terme. Avion, moteur, aile, tout ça. Il a volé sous la Tour Eiffel au sens propre, et c'était pas pendant la guerre, c'était pas pour sauver qui que ce soit, et c'était pas une erreur. Ce genre de choses, on le fait pas non plus par distraction, on le fait quand on est parfaitement lucide. Ou paradoxalement complètement fou. Un truc inutile, donc éminemment poétique. Et comment on en arrive à un tel degré de poésie ? Comment un type peut cumuler 824 missions de combat au Vietnam, décrocher 14 records d'aviation, traverser l'Atlantique en solo et finir par se dire « Tiens, et si je passais sous la Tour Eiffel comme ça, pour rien d'autre que le plaisir et l'exploit ?» Et cette vidéo, calmez-vous, n'est pas une apologie des actes insensés qui, aujourd'hui, passeraient pour des actes terroristes. Ce n'est pas une critique non plus, c'est juste un petit rappel utile. Parfois, la ligne droite n'est qu'un détour pour ceux qui manque d'imagination. Robert Moriarty naît en 1946 à Schenectady dans l'État de New York aux États-Unis, ce qui est déjà un bon départ si on veut un jour sous-voler la Tour Eiffel sans autorisation. Enfin, disons que c'est tout de suite plus rebelle que de naître à Monaco ou à Melun. 1946, c'est l'immédiate après-guerre. L'époque aux USA est propice à deux choses. Fabriquer des enfants et les envoyer se battre 20 ans plus tard au Vietnam. Ses parents ne dérogeront pas à la tradition. Robert grandit dans un monde où l'on fume à l'hôpital, où les enfants voyagent sans ceinture sur la banquette arrière d'une Buick, où l'amiante isole les écoles, où l'alcool est recommandé aux jeunes mères anxieuses, où les médecins vantent les bienfaits du tabac dans les pages de Life Magazine. Un monde où le lait est livré chaque matin devant la porte et où personne ne pense à le voler, où l'on frappe ses gosses avec ce qu'on a sous la main, ce qui inclut parfois d'autres enfants, où les homosexuels sont soignés par électrochoc, où la guerre est une carrière et où la télé a 3 chaînes mais 2 opinions seulement. Une époque aussi où l'on rêve d'être pilote parce que les journaux en ont fait des héros de la Seconde Guerre mondiale, à grand renfort de contre-plongée en couleur. Très vite, Robert semble affecté d'une pathologie peu courante, l'incapacité chronique à se satisfaire de ce qu'on lui propose. C'est un enfant américain typique, c'est-à-dire convaincu que tout est possible, surtout l'inutile. À 16 ans, il vole déjà. Toujours pas les vieilles dames ou les touristes, en tout cas l'histoire ne le dit pas, mais dans les airs. Il obtient son brevet de pilote pendant que ses petits camarades hésitent encore entre les maths et l'acné. D'ailleurs, son frère jumeau, James, deviendra un grand avocat d'entreprise. À 20 ans, Robert Moriarty est envoyé au Vietnam, comme prévu par le plan divin de l'époque, qui en est au climax de la guerre froide. À l'époque, c'est le plus jeune pilote de chasse de la marine américaine à y être déployé. Soit un premier corps. Il effectue 824 missions de combat. Le chiffre est public et assumé, mais pas glorifié. Il n'en fera jamais un argument de patriotisme. Il déteste la guerre et aujourd'hui encore, il s'inquiète, parfois publiquement,
du devenir de l'humanité si les conflits locaux perdurent. Et puis, c'est pas nécessairement glorieux de tuer d'autres gens, mais c'est son boulot à la fin des années 60. Un boulot légèrement plus risqué que président des États-Unis ou secrétaire général du Parti communiste soviétique. Il vole, il bombarde, il survit. Il devient ce que l'on appelle un as, une carte maîtresse du camp des gentils. Il pilote un F-4B Phantom II. Pour les non-initiés, c'est un engin conçu pour aller très vite, très haut et accessoirement très près des missiles ennemis. Il participe donc ainsi à 824 missions de combat. En 1970, il quitte le service armé. Il a assez donné. Et il a aussi également assez pris. Il commence à se lasser de voler pour les autres et de canarder des gens dont il ne voit pas le blanc des yeux, parfois même de les canarder à l'aveugle. Il découvre que si on a échappé 824 fois à la mort, on peut envisager des activités bien plus risquées. Vivre, par exemple. Et si possible en paix. Ce n'est pas encore le moment de parler de la Tour Eiffel car il lui reste encore quelques détours à prendre. Des records, des traversées, des idées de plus en plus... libérées de la gravité. À ce stade, Moriarty n'est plus vraiment un pilote. C'est un gamin en roue libre, lancé à pleine vitesse contre le mur de l'exploit inutile, et donc l'exploit essentiel. Et il a bien l'intention de ne pas klaxonner. Il décide donc de ne pas se ranger. Il n'ouvre pas un bar à cocktail, il ne devient pas prof de maths, il ne prend pas de plan obsèque et ne s'achète pas un chien. Il décide de continuer à faire ce qu'il a toujours fait, voler. Mais cette fois tout seul et dans des avions qui ne servent à tuer personne. De petits avions, monomoteurs, parfois même pas très récents. Il devient pilote de convoyage. Son métier consiste à livrer des avions à d'autres gens sur d'autres continents. C'est plus simple à gérer que la diplomatie dont il n'a été jusque-là que le bras armé. Il traverse l'Atlantique, puis il recommence. Et il recommence encore. À ce jour, il a plus de 240 traversées à son actif. Faut aimer l'ennui à haute altitude, ou alors refuser d'avoir une vie sociale stable. Ou encore considérer que les avions de ligne sont une perte de temps. Mais Moriarty ne se contente pas de voler de A à B. Il veut laisser une trace. Il commence donc à battre d'autres records, des vrais, homologués, reconnaissables. L'un d'eux, en 1984, le voit traverser l'Atlantique de New York à Paris à bord d'un Beechcraft Bonanza C-35. Ce faisant, il établit un record de vitesse pour sa catégorie. Personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne l'en a empêché non plus. C'est peut-être ça la liberté. Il enchaîne les exploits techniques, parfois même sans y penser. Au total, il cumule 14 records internationaux d'aviation. Il ne les affiche pas sur son réfrigérateur, ce serait prétentieux. Et puis, a-t-il seulement un réfrigérateur? A-t-il un domicile fixe? N'est-il pas définitivement un SDF désert, seulement heureux quand il vole? À cette époque, Robert Moriarty commence aussi à écrire des textes, des témoignages, des coups de gueule. Il publiera plus tard, en 2016, un livre intitulé « The Art of Peace », apparemment pas traduit en français, dans lequel il critique ouvertement la guerre, la propagande, les marchands d'armes, les illusions politiques. Il ne regrette pas d'avoir combattu, il regrette que ça ait été nécessaire. Et que ça le soit encore. Depuis qu'il a quitté l'uniforme, en effet, il entreprend une réflexion profonde sur la guerre elle-même. Dans son ouvrage, il partage une perspective singulière, celle d'un vétéran décoré qui, avec le recul, remet en question la légitimité et l'efficacité des conflits armés. Moriarty décrit la guerre du Vietnam et les autres comme une entreprise sans stratégie claire, où les États-Unis se sont engagés sans véritable objectif, tandis que leurs adversaires luttent pour leur indépendance depuis des décennies. Il écrit « Nous n'avions pas de stratégie autre que de simplement faire la guerre. Nos ennemis, cependant, savaient exactement ce que signifiait la victoire pour eux. Ils voulaient contrôler leur propre destin. » Cette prise de conscience le conduit à une conclusion sans équivoque. La guerre est une fraude. Il affirme que les conflits modernes ne servent souvent que les intérêts du complexe militaro-industriel au détriment des peuples et des nations. Pour Moriarty, la véritable force réside dans la paix et non dans la domination militaire. Son témoignage offre une perspective rare et précieuse, celle d'un homme qui a connu la guerre de l'intérieur et qui, fort de cette expérience, plaide pour une remise en question profonde de nos choix collectifs en matière de conflit et de paix. Mais revenons-en à 1984. L'époque est à la guerre fraîche, plus très froide, au coca sans sucre, au Walkman à pile et à cassette, aux moustaches pro épaisses, à Reagan qui plaisante sur un bombardement de l'URSS en oubliant que son micro est ouvert, au néon, au brushing, aux couleurs fluo, à l'aérobic, au film où l'Amérique sauve le monde et où l'URSS est visiblement méchante comme tout.
bout la vilaine. Elle fait rien qu'à taper sur Stallone dans Rocky IV ou sur Stallone dans Rambo 17. En France, Mitterrand a encore des idées. Coluche n'est pas encore mort, les Verts font rire tout le monde sauf eux-mêmes, et on débat très sérieusement au Liechtenstein pour savoir si on doit donner le droit de vote aux femmes. 1984, c'est aussi l'année où tout le monde relit Orwell, parfois jusqu'à la page 2, et se félicite que tout aille bien, sauf qu'on va sans doute avoir une guerre atomique un de ces jours. Les caméras surveillent les parkings, les télés regardent les téléspectateurs, et personne n'imagine qu'un Américain puisse prendre la Tour Eiffel pour une attraction foraine. Surtout pas un Américain. Surtout pas un vétéran. Et surtout pas en pleine journée. En mars 1984, Robert Moriarty s'inscrit à une course aérienne entre Paris et Libreville. C'est pas une promenade touristique. D'ailleurs, il prend ça au sérieux. Il a un Beechcraft Bonanza V35, un plan de vol et une machine bien préparée. Pour l'instant, c'est propre, c'est cadré. Bref, c'est pas du tout du Moriarty. Il décolle. Il a des ambitions et fait partie des favoris. Et puis, près du Portugal, le moteur commence à faire des bruits qui rappellent que voler n'est pas une activité totalement naturelle. Il doit se poser. Panne technique. Et fin de la course. L'histoire aurait pu s'arrêter là, un abandon de plus dans une compétition de niche. Personne n'en aurait parlé, sauf peut-être une feuille de chou locale, mais même pas. Pourtant, Moriarty ne rentre pas chez lui, et puis d'abord, c'est où chez lui? Il revient plutôt à Paris. Puis soudain, quelque chose se passe dans sa tête. Il décide que, puisqu'il ne gagnera pas de course, il fera au moins quelque chose que personne n'osera copier. Le 31 mars 1984, à 11h20, il décolle du Bourget. Il est seul dans son Bonanza. Il a déposé un plan de vol pour Shannon, en Irlande, mais il n'ira pas à Shannon. Entre-temps, une autre idée a germé, celle de passer sous la Tour Eiffel. Il n'a pas demandé d'autorisation. Il n'en aurait pas eu de toute façon. Il n'a pas prévenu les autorités non plus. Le 11 septembre n'a pas encore eu lieu, pourquoi les emmerder avec ça? Il décolle, vole et s'aligne le long du champ de Mars, c'est-à-dire dans le sens sud-ouest-nord-ouest, et il passe sous la structure. Net, sans bavure. D'autant qu'il faut quand même penser à tirer assez rapidement sur le manche à balai, histoire de ne pas aller s'encastrer dans le palais de Chaillot, sinon ça gâche tout. Et comme il a eu le bon réflexe d'embarquer avec lui un caméraman, ce qui fait qu'il n'était pas tout à fait seul, l'exploit passe aussitôt à la postérité. Enfin, aussitôt. N'exagérons rien non plus, les réseaux sociaux et même Internet n'existent pas encore, en tout cas pas au niveau populaire. Mais voilà, il est filmé, parce que si on fait quelque chose d'idiot et que personne ne le filme, ça n'existe pas vraiment. Robert Moriarty n'est certes pas le premier à avoir défié la Dame de Fer. En 1926, Léon Collot, lieutenant de réserve, avait tenté de passer sous la Tour Eiffel à bord d'un Breguet 19. Ce pari audacieux s'était soldé par une tragédie. Ébloui par le soleil, il a heurté une antenne de la TSF et s'est lamentablement écrasé sous les yeux de la foule éblouie aussi, mais par la folie des faucheurs de Marguerite. Des années plus tard, en 1944, le pilote américain William Overstreet Jr. avait poursuivi un chasseur allemand sous les arches de la Tour Eiffel, abattant son adversaire en plein Paris occupé. Un exploit longtemps resté dans l'ombre jusqu'à sa reconnaissance officielle en 2009. Mais entre un échec et un exploit de circonstance, Moriarty est bien un précurseur. Pourtant, en 1984, son exploit est également et rapidement censuré. Les images ne circulent que discrètement. Les autorités françaises, qui n'ont pas vu venir le coup, choisissent la stratégie la plus élégante. Ne pas faire de bruit. Pas de poursuite, pas de procès et pas de communiqué dramatique. Officiellement, il ne s'est rien passé. Officieusement, on lui fait comprendre qu'il vaut mieux qu'il ne remette pas les pieds en France avant un beau moment. Moriarty, lui, ne demande rien. Il remballe son avion, repart sans escale médiatique et s'éloigne avec cette forme de satisfaction tranquille qu'on reconnaît aux gens qui font exactement ce qu'ils voulaient faire et qu'on n'a pas réussi à arrêter. Quand on lui demande pourquoi il a fait ça, il répond « c'était juste pour le plaisir ». C'est court, mais on voit mal ce qu'il pourrait dire d'autre. Ce jour-là, il n'a pas remporté une course. Il a fait mieux. Il a contourné les règles, les attentes, la logique et la structure métallique la plus emblématique de l'Hexagone. C'était pas une nécessité, c'était même pas raisonnable. Et c'est pas utile. Et c'est justement pour ça qu'on en parle encore. Robert Moriarty n'a jamais demandé la permission. Pas par goût de la provocation, mais simplement parce qu'il n'avait aucune raison de le faire. À l'époque, demander une autorisation pour faire quelque chose qui ne nuisait à personne était encore considéré comme une perte de temps. Moriarty n'a pas cherché à changer le monde. Il s'est juste arrangé pour ne pas lui ressembler.
En 1984, il passe donc sous la Tour Eiffel avec un petit avion, un plan de vol inexistant et l'irrésistible conviction qu'il vaut mieux faire quelque chose de beau sans autorisation que rien du tout avec tous les tampons réglementaires. Robert Moriarty n'est pas forcément un exemple à suivre. Il est juste un exemple de ce que ça donne quand quelqu'un décide de n'en faire qu'à sa tête et fie de ce que la société attend de lui. L'avion est certes un moyen de transport, mais c'est aussi et surtout un instrument de liberté. C'est ce qui existe de plus proche du rêve d'Icare et c'est ce que vous aurez de mieux si votre souhait est de vous changer en oiseau. Robert Moriarty n'était ni mal intentionné, ni en quête de reconnaissance. Il est passé sous la Tour Eiffel pour une raison paradoxalement très terre-à-terre. Parce qu'il le pouvait. L'Azur a aussi ses frontières, ses espaces contrôlés, ses CTR, ses TMA et ses zones carrément interdites. Je ne retenterai pas l'exploit aujourd'hui si vous voulez mon avis. Mais pour autant, n'en déplaise à Gontran, c'est sûrement l'un des endroits où on se sent le plus libre. Alors, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. Alors voyure. Usurpé sur Monsieur Seppel, et aujourd'hui je vais vous faire la meilleure réclame de l'année. Pourquoi la meilleure? T'as décidé de bosser correctement et pas dire de conneries cette fois? Mais Sticksouf, c'est la meilleure parce que c'est bientôt le meeting de Allez la Fierté. Ouais, je confirme, tu t'améliores pas avec le temps. C'est le meeting de la Ferté Allez. Mais je t'ai déjà dit que Ferté Allez ça veut rien dire. Ça sera le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai. Donc c'est bientôt, Gel. Et Christophe de l'organisme, il m'a envoyé la liste des avions. Cette année, il y aura l'oiseau de Dumbledore, l'équipe Phoenix des paras de l'armée de l'air, une bataille aérienne de moissonneuses batteuses. Putain, Seppele, t'es con, les faucheurs de Marguerite, c'est comme ça qu'on appelle les avions de la Première Guerre mondiale. Mais c'est moi que je dis. Il y aura aussi une nuée de sauterelles. Un cri-cri, putain. Le cri-cri, c'est le plus petit bimoteur au monde. Il y aura aussi la patte patrouille. Seppele, je t'ai déjà expliqué que c'est la patrouille de France. Mais je suis pas bête, je sais c'est quoi la patrouille de France, même que c'est écrit là. L'œil. Non, ça c'est autre chose. Fais voir. Ah oui, eux c'est notre patrouille. Eux ils viennent avec les anciens avions de la patrouille de France, les Fougas Magistères. Ah bah oui, parce que je le savais, hein. Et puis il y aura aussi tous les avions de la Seconde Guerre mondiale, et même qu'ils vont faire exploser la piste avec du napalm comme pendant la guerre que tout le monde il a gagné. Quoi? Ah bah yo, si tu cherches guerre du Vietnam sur internet, le Vietnam du Nord il dit qu'il a gagné, et les Américains ils disent qu'ils ont gagné aussi. Mais il y aura pas que des vieilles sauces qui volent, il y aura aussi des vieilles sauces qui font des vidéos sur YouTube, parce que Sébastien Teufou ça fait le droit, il sera là. Par contre, faut pas que vous venez exprès pour demander un autographe à Gontran à Askel, parce que cette année il sera pas là, il va faire une promenade dominicale. Un pèlerinage. Oui, c'est ça que je voulais dire, il sera à la Mecque. À Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui, bah c'est pareil. Et puis il y aura aussi Pastouille avec son animal de compagnie là, le thing que c'est pas beau et que ça fait des bruits bizarres. Quoi, elle a adopté un carlin? Mais ah oui, que ça s'appelle un point Vénus, il y aura aussi un point Vénus qui sera là. Saumor Horton. Allez la Fierté, c'est un musée. Et les vieux avions, ça boit beaucoup d'huile et il faut souvent les réparer. Comme Sébastien Kahn fait. Donc le billet que tu payes pour rentrer, ça sert à ça. En ce moment, par exemple, Allez la Fierté, il répare un P-17 de la guerre. Et même que vous pourrez le voir garé par terre. Donc le prix normal, c'est 35 € pour les grands, 12 € pour les adolescents. Et pour les enfants qu'ils ont moins de 12 ans, c'est gratuit. Mais Astronogeek il a un code, que c'est Astronogeek 30 et que si tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux avoir le billet à 30 €. Mais pas moins cher que ça, Gaël, parce que je t'ai dit que l'argent il sert à réparer les avions et Sébastien Canvé. So maintenant je t'explique comment que le meeting ça se passe. Le matin, les avions ils sont carrés par terre. Tu peux te promener autour, tu peux aller les voir et même discuter avec les pilotes. Tu peux aussi aller voir les youtubeurs, enfin Hortung, hein. Astronogeek qui mettra un panneau qui dira où est-ce qu'il est et quand est-ce qu'il revient. Parce que souvent, à Aller la Fierté, il y a des pilotes qui disent « Hé, Astronogeek, je suis trop content que t'es là, viens faire un selfie avec moi et mon avion de collectionnage !» Et puis en plus, il y a tout un tas d'avions carrés que si tu veux, tu peux voler avec. Mais pas tout seul, le pilote il t'emmène. Et Astronogeek, c'est Off France, dès qu'il voit un avion, il a besoin d'aller dedans.
Donc Astronoki qui sera là aussi qu'elle, sauf que des fois il sera en train de te voler, alors son double maléfique il tirera aux ans quand est-ce que Astronoki qui revient. Et donc ça c'est le matin, et ensuite l'après-midi tu t'assois dans l'herbe ou sur ta chaise Décathlon parce que là les pilotes ils prennent leurs vieux avions et puis ils font le pestacle. Somor Ortung se le réexplique, hein. Le matin tu peux voir les youtubeurs et les avions qui volent pas, et l'après-midi il faut regarder les avions qui volent. Donc n'oublie pas, ça sera les 23 et 24 mai au sud de Paris, et si tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu peux acheter ton billet pour plus moins cher, et même que tu as le choix dans la date. Hop là, la réclame elle est finite. Pfff. Alors, je sais que vous venez déjà de vous coltiner une pub, hein. Merci d'ailleurs d'être encore là, mais je voudrais juste profiter de la publication de cette vidéo pour y ajouter un petit message de dernière minute. Sur cette chaîne et mon ancienne chaîne photo, vous avez probablement déjà croisé Adrien Michel. Adrien est photographe, il fait aussi bien du paysage que de l'architecture, de l'urbex ou du mariage. On a d'ailleurs déjà parlé ici même de sa série de photos faites à Tchernobyl, avec de vieilles péloches soviétiques trouvées à Tchernobyl. Et c'est aussi lui qui a fait mes photos de mariage. Le cherchez pas sur la photo, hein, c'est lui qui l'a fait. Bref, on a déjà bossé ensemble une paire de fois, y compris sur des projets ciné, et donc quand j'ai besoin d'un chef opérateur sur un tournage, ou un photographe pour la lumière, oui parce que Sinoche le photographe c'est celui qui littéralement dessine la lumière, hein, photographe, bref. Adrien est derrière certaines vidéos astronomiques, et comme vous l'aurez compris, c'est quelqu'un que j'apprécie professionnellement, humainement, et Sébastien Canvet l'apprécie sexuellement. Et donc Adrien revient d'Islande où il a fait un bronze à la Coupe du Monde de photo. Une médaille de bronze, hein, fais pas semblant de pas avoir compris. Parce que oui, Adrien est une bête à concours, il a même fait 2e au Salon de l'Agriculture catégorie vache laitière. Plus sérieusement, là, il s'attaque au Hasselblad Masters 2026. Il est d'ores et déjà finaliste, mais il a besoin d'un coup de pouce. Je vous explique. Pour ce concours, il faut présenter un triptyque, donc 3 photos qui à la fois font sens indépendamment et ensemble. Adrien étant photographe d'architecture, c'est tout naturellement qu'il concourt dans la catégorie autoportrait érotique. Architecture, bien sûr. Le jury est composé de grands photographes et leur évaluation vaut pour 9/10 de la note totale. Le dernier 10e, c'est le vote du public. Et pour ceux qui connaîtraient pas ce genre de concours, le vote du public, c'est pipé. En vrai, je déteste, parce qu'à chaque fois, chaque concurrent fait appel à sa commu pour voter pour lui. Évidemment. Donc cette note-là représente moins la qualité que la taille de la commu du concerné. Alors chez Blad, ils ont quand même eu la bonne idée de pas faire compter ça pour plus d'un 10e de la note totale. Mais n'empêche que ça peut faire la différence entre une 2e ou une première place. Et donc, comme j'aime bien Adrien, je lui ai dit que j'allais donner un petit peu de visibilité à ce concours, parce que si ça se joue à la taille de la commu, Donc, en description, je vous mets un lien vers le concours. Je précise aussi que les photos d'Adrien se trouvent dans la catégorie architecture et que c'est le triptyque bleu et blanc sur le bâtiment de la Fondation Prada. Mais je voudrais aussi vous dire autre chose. Si d'aventure vous allez voir sur le site, vous verrez que vous devez noter chaque triptyque, pas juste spammer celui d'Adrien. Donc, j'aimerais que vous votiez honnêtement. Évidemment, au concours de taille de commu, le but est de filer un coup de pouce à Adrien, mais c'est pas une raison pour saquer artificiellement les autres. Vous avez l'occasion de voir de la bonne photo, même si, certaines sont clairement plus inspirées que d'autres, et pas seulement dans la catégorie archi. J'ai personnellement vu de très beaux trucs. Et donc, si vous allez lâcher un vote, j'aimerais que vous votiez honnêtement pour les autres. Il faut filer une note sur 5 à chaque triptyque, donc rien n'empêche d'être gentil avec d'autres aussi si vous aimez les photos. On cherche à évaluer la qualité graphique et artistique de chaque triptyque, ainsi que sa cohérence interne. Adrien n'est pas le seul à être bon, mais il aimerait bien gagner quand même. Mais j'ose espérer qu'avec les années, on a construit ensemble sur cette chaîne une communauté de gens qui se servent un minimum de leur cerveau. Donc qui d'une part ne votent pas aveuglément pour qui je dis de voter, mais qui en complément ne vont pas torpiller ses concurrents gratuitement. Donc ceci est à la fois un appel à la communauté pour filer le petit coup de pouce qui pourrait faire la différence, et un appel à votre raison et votre bon sens, ainsi que votre sens artistique. Et donc sur ce, merci pour ceux qui vont aller jeter un petit coup d'œil, et à la revoyure.